Bonjour, je m'appelle Clara Lagacé, je suis la directrice générale de Transistor Média. En avril 2024, s'est tenue la 8e édition du Festival Transistor, présenté par Amazon Music, que nous remercions pour leur engagement. Nous vous proposons 5 présentations qui se sont tenues dans le cadre des Journées de l'industrie du Festival Transistor, enregistrées au Centre culturel du Vieux-Elmeux le 25 et 26 avril 2024. Je laisse la parole à Sonia Bonspil-Boileau de Niche Média, qui a animé la table ronde « Comment orchestrer une coproduction autochtone-allochtone dans le respect et l'écoute ». Je vais vous présenter mes chers invités, qui sont aussi mes amis, ça tombe bien, pour la conversation. En fait, petite intro sur la conversation d'aujourd'hui. On se cachera pas qu'il y a un intérêt de plus en plus marqué pour des sujets à contenu autochtone. Puis quand je dis contenu autochtone, ça peut être au cinéma, à la télé, dans les balados, à la radio. Ça peut être des personnages autochtones. Ça peut être la réinterprétation de faits historiques qui concernent les Autochtones. Ça peut être carrément juste des histoires qui sont ancrées dans une réalité contemporaine aussi. Mais il y a quelque chose qui évolue bien dans les dernières années, c'est qu'avant, notre histoire n'était pas racontée par nous. Elle nous a été racontée. Et maintenant, de plus en plus, bien évidemment, on fait partie de comment on raconte des histoires autochtones. Donc, notre point de vue est pris en considération. Puis, j'ai 2 amis invités qui ont fait beaucoup de collaborations autochtones-allochtones, puis c'est de ça qu'on va parler. Donc, au croisement du théâtre, de la performance et du son, le travail d'Émilie Monet est le plus souvent présenté sous forme de théâtre interdisciplinaire ou d'installation performative. Sa démarche artistique privilégie les processus de création collaboratifs et multilinguistes et sonde les thèmes de la mémoire, de l'histoire et de la transformation. Émilie est d'origine Anishinaabe et française et vit actuellement entre l'Outaouais et Tiohtià:ke, Montréal. Alors, Émilie Monet. Originaire de Picogan, communauté Anishinaabe d'Abitibi, Samian est un rappeur, acteur, producteur, photographe, conférencier et animateur de radio qui porte fièrement ses couleurs, celles de tout un peuple pour lequel il revendique respect et reconnaissance. Il a 5 albums, dont Nigamo, son 5e, qui est entièrement en Anishinaabemowin. Il travaille présentement sur un 6e album. Vous l'avez peut-être vu à l'écran dans Hochelaga, Terre des âmes, Bootlegger, qui est le film de la sœur d'Émilie, Caroline Monet, L'Inhumain, qui est le film de mon chum, Aller simple, et pour toi, Flora. Il anime aussi la série En marge du monde. Et Samian est maintenant à la barre de la toute première émission de radio entièrement dédiée à la diffusion d'artistes autochtones au Québec sur les ondes d'Ici Musique. Samian. Yo! On dirait que c'était mes funérailles. C'est cool. Bon, je vais commencer par... je dirais que c'est probablement la question la plus pertinente, puis c'est probablement celle qui va lancer la suite de la conversation. Dans une bonne collaboration autochtone-allochtone, selon vous, c'est quoi, on va dire, les ingrédients d'une bonne collaboration? Qu'est-ce que ça prend pour que ça soit une bonne collaboration? Puis en fait, si on vous approche avec un projet, qu'est-ce que vous considérez pour prendre cette décision-là de collaborer avec des gens non autochtones? À vous. Oh, grosse question. Avec des allochtones, des non-autochtones. Déjà que le leadership se fasse conjointement, donc que ce soit un vrai désir de rencontre, que ce soit pas j'ai besoin d'un artiste autochtone pour cocher des cases, parce que souvent ça vient avec peut-être plus de financement ou plus, en tout cas c'est la réalité dans notre milieu que souvent on se fait approcher parce qu'on est autochtone et pas parce qu'on est qui on est ou des artistes. Donc, je dirais qu'il y a ça déjà en premier. Puis après, l'écoute aussi, de pas avoir des idées préconçues sur nos réalités, sur notre histoire, sur tout ça. Donc, je dirais c'est ça, les 2 premiers ingrédients principaux. Sam, Yann. J'ai envie de changer ça, moi, en fait. Tu sais, je trouve ça le fun. Je trouve ça le fun qu'il y ait des productions. Tu sais, on l'a fait avec, tu l'as fait avec Pour toi, Flora, sur L'Inhumain aussi avec Jason, où est-ce qu'on est rendu avec des productions produites, écrites, jouées par des Premières Nations. Et en même temps, c'est des exceptions.
Pour toi, Flora, l'Inhumain, c'est une exception, c'est bon. Et souvent, quand on regarde, par exemple, chez APTN, quand on tombe dans des produits où on parle de cases, là, et j'en suis une case, là, je le sais, là, ça fait 20 ans que je le suis, on parle souvent c'est comme si on faisait les choses par les Premières Nations, développées avec les Premières Nations et pour les Premières Nations. Tu sais, quand on représente 1% de la population du Québec, c'est impossible de faire une télé, une radio, un produit où est-ce qu'on va juste viser les Premières Nations et on veut juste toucher un auditoire autochtone. En soi, c'est impossible. Et c'est là où je trouve la collaboration extrêmement importante. C'est là où moi, je suis déçu quand j'arrive devant les institutions où on nous dit « Oui, mais il faut que ton réalisateur ou il faut que ton scénariste soit autochtone si tu veux parler de ce sujet-là, par exemple. » Je le vis aujourd'hui en tant que producteur en télévision. Quand on arrive avec un projet en développement, on est comme, oui, mais il faut que ton réalisateur ou ton scénariste, faut qu'il y ait 1 sur 3, il y en a 2 sur 3 qui soient autochtones, 2 sur 3, et 1 qui peut être blanc. Mais tu sais, si tu veux travailler vraiment avec les meilleurs, c'est ça qui arrive. Je veux dire, tu peux pas des fois. Et il manque de monde. Il manque de scénaristes, il manque de réalisateurs, de directeurs photo, de producteurs, il y en a et on est peu, mais c'est là où je trouve la collaboration intéressante et c'est là où je la trouve, plus qu'importante. Si on veut faire une télé qui nous ressemble, si on veut faire une radio qui nous ressemble, si on veut faire des trucs qui parlent autant aux Québécois qu'aux Premières Nations, il faut que derrière la caméra, il faut qu'à l'écriture des projets, il faut qu'au développement de certains projets, il faut qu'à la réalisation, il faut que les équipes se mêlent et il faut que les équipes cohabitent ensemble pour développer des projets de qualité. Et souvent, les institutions financières et tout, nous coupent un peu là-dedans, dans cette créativité-là. Et je peux comprendre parce qu'on est écœuré de cocher des cases, mais en même temps, je pense que certains critères à revoir pour faire de la télé qui nous ressemble. Je pense que le bienfait pour toi, Flora, c'était pas juste l'histoire des enfants autochtones, c'était l'histoire du Québec. Et c'est là où les Québécois ont écouté cette série-là puis qui ont fait « OK, ça, c'est mon histoire aussi ». Et c'est le travail de collaboration. C'était pas juste des Indiens qui étaient là pour travailler sur un projet comme ça. C'était une grande équipe. T'arrivais sur le plateau de tournage et c'était tout le monde se mêlait ensemble pour raconter une histoire. Et cette collaboration-là, elle est... Excusez, j'ai une pastille dans la bouche. Elle est super importante. Et c'est comme ça, j'ai l'impression qu'on va être... c'est ça le Québec, je pense. Ouais. Je vais te challenger un peu sur le 2 sur 3, par exemple. Parce qu'avant, ce règlement-là n'existait pas. Puis, à ce moment-là, il y avait beaucoup plus d'Allochtones qui s'appropriaient, entre guillemets, les histoires qui concernaient les Autochtones sans qu'il y ait d'Autochtones à la barre de la création. Fait que ce règlement-là existe. Pour ceux qui ne savent pas, là, c'est un règlement au Fonds canadien des médias, téléfilms et tout ça. Fait que là, c'est sûr que là, on parle plus télé, mais c'est plein d'affaires qui peuvent s'appliquer à la balado, là. Puis, ça a été créé pour protéger un peu, justement, pour pas que ces histoires-là soient juste entièrement racontées. Par contre, je suis d'accord avec toi que ça devient, justement, on va chercher des gens pour cocher des cases parce que sinon, il n'y a pas accès. Mais ça, c'est pour le financement. Il n'y a rien qui empêche à des grandes boîtes de production qui ont déjà une feuille de route, puis des projets et tout ça, d'accéder à d'autres fonds qui ne sont pas destinés aux Autochtones. Fait qu'il y a cette nuance-là, mais je suis d'accord avec toi que à ce moment-là, ce que ça prendrait pour bâtir une industrie, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas assez de gens, il n'y a pas assez de scénaristes, de producteurs, de la direction photo, de la direction artistique. Il n'y en a pas assez pour faire plein de séries puis de contenus. Mais moi, ce que j'aimerais voir éventuellement, c'est que les grands projets qui n'ont peut-être pas à la barre, à la réalisation ou à la scénarisation, quelqu'un d'Autochtone, que ça soit dans leur budget carrément intégré, d'assurer de la formation de main-d'œuvre autochtone dans ces postes clés-là pour que la prochaine fois, ils puissent être à la barre d'un show. Fait que ça, c'est peut-être une façon de contrer un genre de mentorat, en fait. Oui, un mentorat imposé à des grands projets, là. Tu sais, même sur Stat indéfendable et tout ça, pourquoi il n'y a pas de mentorship pour
pour des gens issus de la diversité. Ouais. Bon. Moi, je le fais, mais c'est à petite échelle en théâtre. Là. Je ne sais pas si... Bon, on essaie de le faire parce que c'est vraiment ça aussi l'enjeu, c'est de développer des ressources, en fait, et une capacité dans le futur. Donc, tu sais, en théâtre, il n'y a pas de concepteur de lumière, il n'y a pas de directeur technique, il n'y a pas d'intégrateur vidéo. Donc, tu sais, faut former les gens pour pouvoir que dans le futur, il y ait des personnes autochtones qui fassent ces rôles-là aussi. Puis, si je peux rajouter, il y a souvent une question de pourcentage. Et ça a l'air con comme ça, mais le Festival international de la chanson de Granby m'avait imposé un certain quota, m'ont dit... Hey, en fait, il y en a qui n'ont entendu parler, mais on m'a invité et on m'a désinvité la même semaine. On me disait, ben, écoute, ton album il est tout en algonquin, ce serait le fun que ce soir-là, tu fasses 80% de français, 20% algonquin seulement. Ce que j'ai dit, garde, mon show il est à prendre ou à laisser. Finalement, on l'a pas fait. Mais au-delà de ça, la disque fait exactement la même chose. Moi, si j'arrive avec un album, puis je le vois, je veux dire, je suis membre de la disque, quand on veut déposer une candidature d'un album en langue autochtone, on n'est plus admissible dans aucune autre catégorie. Si je fais un album de rap en langue autochtone, je suis pas admissible dans la catégorie rap ou artiste masculin de l'année ou n'importe quelle autre catégorie de l'année. Et je suis seulement... On me remet dans une réserve, finalement. On me remet dans album en langue autochtone, artiste autochtone de l'année. Voici les 2 seules catégories auxquelles tu as droit. Si je fais un album qui est 70% en langue française et 30% en langue autochtone, je suis pas admissible à la catégorie artiste autochtone. Je suis seulement admissible à artiste hip-hop ou artiste masculin de l'année. Donc, il y a des choses comme ça qui sont à revoir. Et j'hésite, je me demande, est-ce que je vais redéposer mes albums dans ces catégories-là alors qu'on va encore me foutre dans une réserve à travers l'industrie de la musique? Le monde de la télé, le monde, les problèmes de subvention, des fois, on marche avec des pourcentages. Et au Québec, ben, c'est un peu... Oui, on est très peu... Puis, je pense qu'on valorise énormément le français. Là. Je veux dire, c'est quelque chose qui est extrêmement valorisé à travers nos médias et tout. Mais c'est ça. Des fois, il ne faut pas passer à côté de la culture des Premières Nations, de la langue, de cette barrière de langue-là qu'on s'impose des fois. Et il y a l'industrie l'impose beaucoup à travers des pourcentages. Donc, il y a peut-être ça aussi des fois qui est où on essaie de se mêler, on essaie de le faire ensemble, mais encore une fois, on nous catégorise. Ouais, ça crée une espèce de ghettoisation du contenu autochtone en quelque sorte, malheureusement. Tu sais, c'est un bon point. Est-ce que, bon, là, on parle de cochage de cases et tout ça, puis effectivement, vu qu'il y a un engouement et les gens, autant des producteurs que des institutions financières et tout, savent qu'on est peu, mais qu'il y a des sous qui sont mis de côté pour des... Comment vous filtrez? J'imagine que vous recevez énormément de demandes, vous aussi, puisqu'on n'est pas beaucoup de collaboration. Comment vous filtrez les demandes là, dans vos courriels ou les appels? Comment vous... quelles sont... En fait, c'est pour que les gens sachent, là, quelles sont les erreurs à ne pas faire que automatiquement, c'est un non tout de suite? Comme ça, vous allez savoir comment éviter ça. Je pense qu'on les reconnaît tout de suite. Hein. Ça prend pas trop de temps de vérifier si c'est une vraie invitation ou si c'est juste une invitation de cochage de cases. Ça se voit dans la façon dont c'est approché. Ça se voit si la personne connaît ton travail ou pas. Ça se voit comment elle parle du projet ou comment elle parle des questions autochtones. Donc, en fait, ça se fait assez facilement, je te dirais. Là. Donc, des erreurs à pas faire. Ayez que ce soit une vraie invitation, je dirais, une raison vraiment pourquoi on veut travailler avec telle personne ou telle personne, parce que cette personne-là correspond parfaitement au personnage ou parce que... je pense que ça se voit très vite, là. Moi, la phrase mon filtre, c'est quand la première phrase, c'est « On m'a dit que ça me prenait quelqu'un d'autochtone pour accéder à tel fonds. » Ça, je le reçois au moins 2-3 fois par année. Ça, en général, je réponds même pas. Je suis comme delete. Mais oui. C'est là où moi je dis oui. Je les renvoie à Sam. Non, c'est pas vrai. Je pense que j'aime le défi. Tu sais, je veux dire, en tant qu'acteur,
j'aime me rendre à une audition, j'aime me faire donner un rôle où ça n'a rien à voir avec le fait que je sois autochtone, mais que j'ai approuvé que je suis capable de jouer. Et ça, pour moi, ça démontre à quel point on peut passer à côté et puis oublier qu'on est autochtone à l'écran. Ça, je pense, c'est notre défi, de faire notre place, de travailler. Je sais que des fois, il faut travailler plus fort que les autres, mais ça, pour moi, mais tu sais, je suis pas cave non plus, là. Je pense que une fois, OK? 2010, je me suis raconté une anecdote. En 2010, tu sais, je sais que j'étais la subvention du show, OK? En 2010, je m'en vais à... Stephen Harper avait pas encore signé la Charte des droits et libertés des Premières Nations à l'ONU. Et là, je fais le show de la Saint-Jean et le show de la Fête du Canada à Ottawa devant la Reine d'Angleterre. Et je suis le seul Indien sur le show. Et je m'en vais, je fais la route vers Québec pour la Saint-Jean-Baptiste et Gilles Duceppe m'appelle sur mon cellulaire puis il me dit « Hey, ça serait le fun à soir, après ta toune ou sur scène, que tu dises que Stephen Harper n'a pas encore signé la Charte des droits et libertés. S'il arrive quoi que ce soit, on va te backer. » Je suis comme « Fine. » Et je suis en route, j'ai dit « OK, man, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. » Fait que je monte sur scène. Je suis le seul Indien sur le show de la Saint-Jean. Voilà, c'est coché, case, c'est fait. Et mais je suis opportuniste en même temps. Je veux dire, puis là, je vous parle en 2010. Là. Je veux dire, en musique, il y avait Florent Volant, Elie Sapi, moi. T'sais, on était vraiment peu nombreux. Aujourd'hui, c'est différent. Je monte sur scène, je fais ma chanson, mais je vais voir le metteur en scène. Mais on est en direct à la télé. Mais je vais voir le metteur en scène, puis je dis, après ma chanson, laisse-moi 30 secondes. Laisse mon micro ouvert 30 secondes, s'il te plaît, j'ai de quoi dire. Et là, il est nerveux. Il est en direct, puis il dit, qu'est-ce que tu vas faire? Puis j'ai dit, inquiète-toi pas, je vais rester poli, je vais rester... Des fois, je suis assez direct, tu sais, je suis franc. Je suis pas vulgaire, je suis pas arrogant, je suis franc. Des fois, c'est ça. Et il dit, cette discussion-là a jamais eu lieu. Fais ce que t'as à faire. Moi, j'ai rien à voir là-dedans. Je monte sur scène, je fais ma chanson, Les Nomades. Il y a un bout en algonquin, il y a un bout en inou. Les gens chialent, en français, s'il vous plaît. Je suis comme, yeah, man. Et là, à la fin de ma chanson, j'explique à la foule, je disais, notre premier ministre n'a pas encore signé la Charte des droits et libertés des Premières Nations. Et là, la foule, ça s'est mis à crier, puis ça s'est mis... Bref, tout le monde était sous. Puis là, une semaine après, jour pour jour, c'est la Fête du Canada, il y a la Reine d'Angleterre, et mon cue, c'est la Reine. Quand la Reine s'assoit, ma toune part, puis c'est moi qui pars le show. Fait que je vais voir le metteur en scène. C'est le même metteur en scène. Et là, j'ai dit, à la fin de la toune, il dit, laisse-moi te rendre ça. Il dit, oublie ça, man. J'ai dit, je ne peux rien faire pour toi. L'armée était là, il y a des hélicoptères. L'armée canadienne était derrière la scène. On était checkés, c'était incroyable. Mais tu sais, j'ai une photo sur Internet. Il y a la madame est là, moi je suis là. Et il y a son mari à côté. Stephen Harper était sur scène. Mais je suis rentré sur scène, et à la fin de la chanson, j'ai voulu me revirer. Ils sont venus me chercher, puis ils m'ont sorti de scène. Mais j'ai compris l'impact qu'on pouvait avoir. Même si on était cette case de subvention-là. J'aurais pu dire non parce que je le savais que je cochais une case. Mais en même temps, j'ai voulu être opportuniste et j'ai toujours saisi ces opportunités-là. Parce que quand j'ai commencé il y a 20 ans, il n'y en avait pas. On parlait de Cashin, on parlait de Florent Volant, on parlait de... Il n'y avait pas d'artistes sur la scène musicale des Premières Nations. Puis voilà, je pense qu'il faut accepter des fois faire des sacrifices, faire c'est ça. Et j'ai été opportuniste cette année-là, et puis pour moi, je pense que ça a ouvert certaines portes pour conscientiser certaines choses. Mais c'était un temps où est-ce que c'était ça... Tu sais, le militantisme autochtone dans les arts, ça s'est fait en étapes. Hein? Puis justement, la première étape, c'est de se faire voir. Donc oui, on va les prendre, ces opportunités-là, parce que sinon, on ne se fait pas voir, puis on peut pas porter un message. Puis, veux pas, ça l'évolue. Puis là, on est rendu ailleurs où, tu sais, peut-être qu'aujourd'hui, tu dirais non ou tu dirais oui, mais avec certaines conditions beaucoup plus exigeantes comme, oui, je vais chanter en Anishinaabemowin ma chanson, tu sais. Mais c'est ça, v'là 10-15 ans, c'était très, très, très différent, là, tu sais. V'là 20 ans, c'était très différent. V'là 20 ans, tu sais, même nous, au début, on avait une boîte de production. On se faisait dire non par tout le monde. On se faisait juste dire « allez voir à PTN », comme si c'était le réseau des peuples autochtones, comme si c'était notre seule vitrine. Alors que nous, on disait « non, nous, les gens de PTN connaissent les histoires qu'on veut raconter. On veut les raconter à ceux qui ne connaissent pas. » Puis c'était très difficile. Donc oui, on acceptait certaines affaires. On acceptait l'espèce de « OK, mais vous allez le faire en partenariat avec une boîte plus chevronnée. OK, mais vous allez avoir un réal non autochtone à la barre de ce show-là. » Puis là, tu dis oui parce que tu fais un petit bout de chemin, tu sais. Puis là, l'autre bout de chemin, t'as fait un peu tes preuves. Puis là, oups, OK, là, tu peux faire un film de façon indépendante. Juste pour ce montant-là, par exemple. Mais on va te le donner, tu sais. Puis là, après ça, tu fais ton petit bout de chemin. Fait que bravo d'avoir fait
ça parce que c'est un gros bout de chemin qu'on avait besoin de faire. Fait que, voilà. Je ne sais pas si, Émilie, tu voulais rajouter quelque chose là-dessus? Ou... Non, ça va. Mais je suis curieuse de savoir comment ça s'est passé pour toi, Flora, donc, parce que tu as quand même eu Radio-Canada. Est-ce que ça a été une grosse bataille pour qu'ils diffusent? Je pense que pour toi, Flora est arrivé au bon moment parce que quand on l'a présenté en 2017, la personne qui était à la barre, qui disait oui, qui s'appelle André Béraud, il nous a carrément dit on attendait une histoire comme celle-là, mais il n'y avait aucune chance qu'on la donne à une boîte de production non autochtone. Donc, lui, il savait déjà, parce qu'il se l'était fait pitcher par d'autres personnes, puis il a dit non. Mais, dans la première année de développement, ils tenaient le développement assez serré, là, dans le sens qu'ils relisaient les textes, ils questionnaient des affaires, puis moi, je revenais avec je les challengeais sur certaines choses, mais il y avait une grande écoute. Mais au départ, justement, quand on s'en allait en production, ils voulaient qu'on soit chapeauté par une boîte de production plus chevronnée parce qu'on n'avait jamais fait de série. Puis, la pandémie est arrivée, ça a ralenti plein de trucs. Il y a eu beaucoup, entre 2017 et 2022, quand on a tourné, je trouve que la société aussi a beaucoup évolué, puis je pense qu'eux aussi. Donc, on a fait nos preuves en développement, on a fait nos preuves en prep, puis tout ça, puis finalement, ils ont dit, savez-vous quoi, on vous fait confiance, allez-y, puis on embarque avec vous, puis c'est ça. Fait que c'est très cool d'avoir le titre de première production, première série dramatique entièrement autochtone, mais en même temps, j'avais un peu honte que ça soit la première en 2022. J'avais honte que ça a pris jusqu'à 2022 avant d'avoir une première production. Même chose avec le DEP. J'étais super fière de c'est le premier long métrage financé pour une femme autochtone au Canada. Cool pour moi, mais wesh, 2015? Qu'est-ce que c'est ça, tu sais? En tout cas. Fait que voilà. Mais ça a très bien été. Radio-Canada sont quand même dans les diffuseurs les plus ouverts à collaborer avec des créateurs autochtones. Fait que toi qui es maintenant producteur, sache-le. Oui, j'ai une couple de projets déposés. Je peux pas en parler, mais... Parlez-moi un peu de puis là, on va peut-être pouvoir entendre des extraits de création d'Émilie, mais parle-moi un peu d'une collaboration qui a bien fonctionné à l'Octone Autochtone, comment ça s'est passé, puis on peut peut-être parler d'un extrait audio qu'on pourrait écouter par la suite. Oui, alors moi, mes expériences de podcast, je les ai fait avec Transistor, les 2 fois. Puis, oui, je peux parler de cette expérience-là. Je dirais que ça c'était une collaboration vraiment bien. Une chance, hein? Ça aurait été weird qu'elle dise non. Oui, non, mais vraiment, tu sais, on peut parler c'est de Marguerite... En fait, j'ai fait comme un gros projet autour de la figure de Marguerite Duplessis, qui est la première personne autochtone en Amérique du Nord à avoir intenté des démarches judiciaires dans le pays pour faire reconnaître le fait qu'elle était libre, parce que c'était une esclave, une femme mise en esclavage. Puis moi, quand j'ai découvert son histoire, j'étais vraiment troublée parce que je savais qu'il y avait eu de l'esclavage au Québec, mais pas pendant 2 siècles. Puis ce que je savais pas, c'était que la plupart des esclaves étaient des personnes autochtones, des femmes et des enfants. Donc, là, quand j'avais fait un guide, c'était un tour guidé de Montréal, ce qui s'appelait l'Haute Montréal. Puis on était dans un autobus scolaire, puis on s'arrêtait dans plein d'endroits. C'était quand j'avais déménagé à Montréal, fait qu'il y a comme 15 ans. Et puis, à un moment donné, on s'est arrêté sur la rue Saint-Paul. Puis là, la guide a commencé à parler de Marguerite Duplessis. Puis j'étais comme, j'en revenais pas. Fait que là, j'ai fait de la recherche. Puis il y a quand même beaucoup de choses qui ont été écrites sur elle, notamment par des chercheurs autochtones aussi, parce que c'est la première, c'est une histoire importante. Puis en fait, elle allait être déportée en Martinique. Donc les Français avaient un commerce d'esclaves autochtones qu'ils envoyaient, qu'ils vendaient dans les Caraïbes. Et elle voulait pas être déportée. Donc elle a entamé des démarches judiciaires. Puis c'est la première fois que quelqu'un d'autochtone ou même d'une personne mise en esclavage passait de objet à sujet. Donc, c'est ça, elle a perdu. Puis là, elle est partie. On imagine qu'elle a été déportée en Martinique. Mais moi, ça m'a comme vraiment obsédée de savoir c'était qui cette femme qui a réussi à se faire des alliés, qui a réussi toute seule, catapultée dans un système qui n'est pas fait pour elle, puis qui a réussi à aller jusqu'au Conseil supérieur de la Nouvelle-France. C'était l'instance juridique la plus importante. Donc, j'ai commencé à faire plein d'entrevues avec des chercheurs et tout ça. Puis je voulais faire un spectacle, mais comme il y avait tellement de matériel, je me suis dit, je vais faire une balado. Donc, j'ai approché Julien
Et puis, ouais, donc on a fait beaucoup d'entrevues ensemble aussi. Il m'a beaucoup partagé ses expériences, ses mauvais coups aussi sur, mauvais coups, tu sais, c'est les choses qui, tu sais, sur des sujets, comment tu fais quand tu traites de sujets sensibles? Parce que j'ai fait des entrevues aussi avec des survivantes de la traite sexuelle aussi. Donc, il y a tout eu un réseau de femmes Anishinaabe qui étaient trafiquées sur des cargos entre Thunder Bay et Duluth. Donc, j'ai rencontré une des femmes qui s'en est sortie, une femme qui a été kidnappée aussi à Montréal, une femme Inuk, et qui s'en est sortie après quelques mois. Donc, tu sais, il y avait comme des histoires très chargées aussi. Donc, très éthiquement, il faut faire attention à ces choses-là. Donc, j'ai beaucoup apprécié aussi ces conversations-là avec Julien et puis François aussi. C'était François à l'époque. Donc, c'est ça. Puis on avait, tu sais, la musique, c'était une compositrice autochtone, Laura Ortman, qui est à Brooklyn. Donc, on l'a fait vraiment dans un processus de... Puis, tu sais, je pense aussi, dans un processus autochtone, on demandait toujours... T'sais, on avait la permission de tout le monde pour faire des entrevues, mais après, on renvoyait les extraits à tout le monde pour s'assurer que tout le monde était d'accord avec ce qu'on avait choisi, puis comment c'était contextualisé et mis en relation avec les autres paroles. Donc, peut-être que ça prend plus de temps faire ça. Puis je pense que c'est pas habituel de ce que je comprends, mais en même temps, j'ai senti vraiment on a fait le temps pour faire ce processus-là. Donc oui, c'était une bonne collaboration, je te dirais. Est-ce qu'on en écoute un extrait? Oui. C'est un système c'était comme un système qui est basé sur le racisme. Les femmes autochtones sont 11 fois plus à être interpellées par la SPVM que si c'était non autochtone. C'est énorme pour la population de Montréal. C'est vraiment comme ça n'a aucun sens. Problem is, we have cops that don't want to deal with it. Finding our girls. It's pretty bad that we have to dredge rivers ourselves. We have to count on each other to find our women. Et il faut aussi toujours penser comme des situations à Val-d'Or avec les policiers arrivent ici à Montréal. J'entends très souvent des histoires des femmes, puis je pense que Val-d'Or, ça a donné encore les femmes qui étaient courageuses, qui sont venues témoigner contre ces policiers. Il n'y a eu aucune conséquence. Alors, ça a vraiment démontré que s'il y a quelque chose qu'un policier veut faire, qu'est-ce qu'il veut faire? C'est chargé. Tu as évoqué quelque chose de super important, Émilie, c'est le processus autochtone. Ça s'applique évidemment quand on parle de sujets difficiles comme ça, comme la traite humaine, puis la violence faite aux femmes autochtones, mais ça s'applique dans... Puis ça, je pense que c'est bon pour tous ceux qui veulent collaborer avec des Autochtones. Si vous touchez un sujet sensible, il y a un processus qui est pas comme celui habituel d'une autre production. C'est-à-dire que, comme Émilie l'a évoqué, il y a des relations à tisser en amont, bien avant la production. C'est des partenariats à long terme. Donc, on peut pas juste arriver à quelque part, tourner ou enregistrer, puis sacrer notre camp. Puis, il y a aussi après. Il y a une validation, il y a une étape de validation du contenu avec ces gens-là qui est super importante. Puis ça aussi, malheureusement, il y a des productions qui ne le prennent pas en considération parce que ça ralentit la livraison. Puis des fois, on a des livrables, puis on a de l'argent attaché aux livrables, puis là, c'est difficile, puis on veut pas. Mais pour nous, c'est une étape qu'on la sautera pas, cette étape-là. C'est impossible. On est très reconnaissant quand les gens partagent leur histoire, surtout quand c'est des histoires difficiles. Fait que je vous le dis. Puis si vous voulez avoir plus d'informations sur les protocoles maintenant qui existent, bien, il y a maintenant un bureau de l'écran autochtone au Canada. Puis ils ont carrément développé un document qui s'appelle Protocole et cheminement, ça s'appelle cinématographique, mais ça s'applique à toute forme de production. Puis c'est vraiment basé sur le respect, la réciprocité, puis justement comment
collaborer de façon respectueuse et équitable pour tous à toutes les étapes de production. Alors, merci Transistor de l'avoir fait avec Émilie comme ça, de cette manière-là. Merci. On applique ça encore à toute notre approche éditoriale et création grâce à ton travail avec toi, Émilie. Merci. Très cool. Ben oui, puis pourquoi qu'on n'appliquerait pas ça, genre, sur tout, tu sais, dans le sens que c'est juste plus humain. Ça rend juste tout plus, plus humain. Ben Sam, est-ce que tu peux nous parler d'une collaboration allochtone-autochtone que tu es fière d'avoir participé, puis pourquoi que ça a été quelque chose de bon et enrichissant? Qu'est-ce qui en ressort le plus positif, en fait? Mes parents. Mon père était blanc, ma mère c'est une indienne, puis c'est l'histoire d'un soir. C'est une excellente réponse. Non, mais c'est vrai. Je suis le rêve de Champlain, en fait. C'est vrai. On l'est tous les trois. Tu sais, je veux dire... non, mais... C'est vrai. J'ai toujours eu ça en tête en faisant de la musique, en écrivant de la poésie, c'est d'être un pont. On va en créer un, mais il faut l'être aussi. Et quand j'ai commencé à faire de la musique il y a 20 ans, j'ai rencontré Loco Locas. Eux sortaient leur album Amour Oral qui a été leur explosion, si je pourrais dire. Et en même temps, ils m'ont invité à ce lancement d'album-là, puis ils m'ont fait monter sur scène sans même me le dire, puis il a fallu que je rappe, improviser avec leurs musiciens, puis c'était ma première fois sur scène à Montréal. Et à un moment donné, La Paix des Braves, on a commencé à écrire La Paix des Braves ensemble, on a commencé à la faire a cappella en spectacle ensemble. Et là, on remonte à 2004, là, on était en 2020. Ben c'est ça fait 20 ans. Et Wapikoni Mobile, c'était ça aussi, c'est en 2004. Fait que pour moi, ça a été quand même une année marquante et les gars des locaux voulaient tellement rencontrer les Autochtones, connaissaient rien, avaient jamais mis les pieds sur une réserve, et il y avait soif de ça. Et on avait rencontré André Dudomaine dans un festival. Les gars de Loco Locas avaient rencontré André Dudomaine dans un festival en France. André Dudomaine, c'est le directeur de Présence autochtone, le grand festival autochtone à Montréal. Ouais, exact. Et après ça, j'ai rencontré André Dudomaine à Montréal, puis il m'a dit « Ah, Loco Locas veut te rencontrer, ils veulent rencontrer un rappeur autochtone. Ça existe-tu? » Ben oui. On s'est rencontrés, on a fait cette chanson-là, puis on a fait un clin d'œil à La Paix des Braves, qui était signé par Bernard Landry et Ted Moses, qui était plus politique, mais qui était le premier et le seul, encore à ce jour, le seul dialogue de nation à nation de l'histoire de notre pays. Il y a plein de premiers ministres. Trudeau l'a promis. Ah oui, on va faire des dialogues de nation à nation. C'est jamais arrivé. Donc, le seul et unique dialogue de nation à nation a eu lieu au Québec avec La Paix des Braves. Et on a appelé cette chanson-là La Paix des Braves parce qu'on voulait justement avoir un dialogue de nation à nation. Et cette chanson-là nous suit encore aujourd'hui. Et ça, c'est le parfait exemple concret de collaboration mais je le fais dans tout. Dans tout ce que je fais, c'est de la collaboration. En télé, cinéma, en radio. Aujourd'hui, j'ai le privilège d'animer Minotan à Ici Musique. Et Pascal Richard, c'est la réalisatrice de l'émission. Elle est québécoise. Notre recherchiste, Nicolas-Vincent Bouchard, c'est un Wendat. Moi qui anime, Yolène Modette, qui est la productrice au contenu, c'est une Française. C'est ça, la collaboration. Et ensemble, on découvre à chaque semaine des nouveaux talents autochtones. C'est riche, c'est incroyable. Même encore cette semaine, je découvrais encore des nouveaux artistes autochtones. On finit notre 2e saison de Minotan. Tu sais, j'ai re-signé pour une 3e saison, puis je sais qu'encore et encore, je vais être encore dans la découverte de nouveaux artistes autochtones en musique. Ça finit plus. C'est juste qu'on les connaît moins au Québec parce que c'est en anglais ou en langue autochtone, puis on se ferme un peu à ça. L'industrie au Québec se ferme beaucoup à l'anglais. On veut vraiment, vraiment protéger le français. C'est super beau, c'est super bien de le faire, mais on se ferme un peu à ce qui se fait en anglais. Puis chez les Premières Nations, je pense qu'il n'y a pas cette barrière-là, cette barrière politique, ces barrières de frontières. Ça n'existe pas. Les Ojibwe, les Cris de l'Ouest, on parle presque la même langue. Je veux dire, c'est pas Ma grand-mère était dans un festival au Montana, aux États-Unis. Les aînés se comprenaient, là. Les aînés parlaient la même langue, donc. Que tu sois aux États-Unis, Canada, Québec, peu importe. Pour les Premières Nations, il n'y a pas cette barrière-là. Puis, fait que c'est ça, non. Moi, je suis le rêve de Champlain dans le sens que j'ai toujours... Tu sais, ça fait 12 ans que je fais des conférences dans les écoles au Québec. Puis, j'adore ça.
rencontrer les étudiants, ils ont soif, là. Ils veulent apprendre l'histoire. Ils veulent vraiment, puis à chaque fois, je les reprends, tu sais, je suis comme, hey, aujourd'hui, vous avez le droit de dire à votre prof d'histoire qui s'est trompé, tu sais. Et là, les profs d'histoire sont tous nerveux, puis sont comme, tu sais, j'ai dit, quand votre prof va vous dire que Christophe Colomb a découvert l'Amérique, ben, dites-leur que c'est pas vrai, tu sais. Dites-leur que les Premières Nations ont découvert Christophe Colomb. Et là, les jeunes sont tous comme, OK, yes, OK, ouais. Et, non, mais, et à un moment donné, je disais dans une chanson, tu sais, la vengeance est douce au cœur de l'Indien, appelle-moi Samian de Champlain. Parce que, à un moment donné, tu sais, je suis à Chisasibi, OK? Je suis dans une communauté cri. Puis moi, j'ai peur de parler en public, OK? C'est ma plus grande peur dans ma vie, c'est de parler en public. Je vous le jure. C'est pas les blagues. Là, ça va. J'ai pas de show à faire, j'ai pas de conférence à faire, c'est toi. Et on répond à tes questions. Mais j'ai la chienne de monter sur scène. En show, en conférence, j'ai le trac, j'ai peur, j'en fais des cauchemars. Bref. Et là, je suis à Chisasibi. Et là, tous les élèves sont dans le gymnase et je suis dans la bibliothèque en arrière, dans l'école. Et là, j'entends tout le monde et je suis super nerveux. Et dans la bibliothèque, je trouve un dictionnaire, le petit Robert, édition 71-72. Et je tombe sur le mot algonquin, au début du dictionnaire. Tu sais, quand t'as rien à faire, tu ouvres un dictionnaire. Puis là, algonquin, littéralement, là, ça disait « Peuple autrefois si nombreux, si puissant, aujourd'hui disparu ». Ouais. Je sais pas si c'était 71, 72. Et là, moi, je suis dans la bibliothèque de l'école, puis je suis comme, qu'est-ce que je vais apporter aux jeunes aujourd'hui? Tu sais, et là, je lis ça, puis je suis comme, tu sais, c'est blessant un peu quand t'es algonquin de lire ça. Et là, sur la même étagère, OK, je reconnais un manuel d'histoire de secondaire 4. Et je sais que je suis dedans parce qu'il y a un jeune dans le métro secondaire 4, à un moment donné à Montréal, qui vient me voir. Puis tu sais, aujourd'hui, les jeunes font peur. Si tu regardes les nouvelles, le monde est rendu fou raide. Et c'est vrai, hein? Et là, je suis dans le métro, puis il y a un jeune secondaire 4, puis il arrête pas de me fixer. Puis à un moment donné, il vient me voir, puis il me dit « Hey, c'est vraiment spécial de te croiser. » Il dit « Notre examen de fin d'année à l'école, il était sur toi. » Ouais. Il dit « Peux-tu signer mon manuel? » Fait que là, il dépose son sac, il sort son manuel, on prend une photo, et là, il ouvre le manuel scolaire, puis je l'avais jamais vu quand j'ai rencontré ce jeune-là. J'avais jamais vu ce manuel-là parce qu'on dit oui aux éditions. Tu sais, les maisons d'édition nous écrivent pour avoir la permission de certains textes. Et là, j'ouvre ça, puis là, je vois ma face avec un des textes que j'avais écrit sur le plan d'or. Et là, à ma gauche, il y a une photo de Barack Obama avec un de ses discours. Puis à ma droite, il y a une photo de Martin Luther King avec un de ses discours. Et ça parlait de la liberté d'expression, puis du pouvoir des mots, en fait. Et je trouvais ça fascinant. Fait que là, j'ai signé. Et j'ai pas dormi de la nuit. J'ai vraiment fait de l'insomnie. Puis j'ai oublié de parler de ça avec mon fils, mon plus vieux, qui est rentré au secondaire. Puis, à un moment donné, il m'appelle, il dit « Hey, papa, il dit, qu'est-ce que tu fais dans mon... Tu sais, qu'est-ce que tu fais là, tu sais? » Il s'est mis à pleurer en classe et tout. Mais bref, à cause de ce moment-là, je reconnais le manuel d'histoire. Fait que là, je pars avec le dictionnaire qui dit qu'on était là autrefois et qu'on est disparu. Et je prends le manuel d'histoire où c'est qu'un petit cul de Picogan qui se retrouve dedans, qui a commencé à écrire de la poésie à l'âge de 12 ans. Fait que je vais voir les jeunes crier à Chisasibi, puis je suis comme, regardez, dans un des livres, on parle de nous au passé, dans votre école, et dans le même livre, il y a un petit cul de Picogan qui a commencé à écrire de la poésie à l'âge de 12 ans, qui se retrouve aujourd'hui dans des manuels d'histoire. Ça veut dire que tout est possible. Et tout ça, c'est dû à mon métissage, je crois. Je peux pas passer à côté de ça. Je suis québécois. Tu sais, ça, c'est un prototype, OK? Moi, je rêve de mettre une plume dans la fleur de lys. Tu sais, c'est ça mon rêve à moi. C'est vraiment, à travers la musique, à travers la télé, à travers le cinéma, j'ai envie qu'on trouve... On est deux solitudes qui cohabitent. Et pourquoi le Québec est si différent que le reste du Canada? Si j'ai l'impression parce qu'on incarne le rêve de Champlain ici au Québec. Puis Champlain, c'était fascinant. Là. Quand tu lis sa bio, lui, il arrivait à Tadoussac, puis il courait dans le bois, puis il voulait s'accoupler avec une Indienne. C'était ça. Et c'était littéralement ça. Il disait de cette façon-là. Et tu regardes ça aujourd'hui, puis mon père, il s'est dit qu'il voulait avoir un enfant avec une Indienne. Et je suis là. Et ben là, c'est un peu trop dans les détails, mais Mais ça me suit, je le porte, peu importe où je suis, peu importe où je vais, peu importe ce que je fais, peu importe ce que je... Fait que voilà. C'est sûr que je défends beaucoup la cause des Premières Nations, mais je pense que mon métissage fait que j'ai envie d'être plus rassembleur que d'autres choses, surtout au Québec, surtout le Québec avec les Premières Nations, et c'est pour ça que le Québec se dit une nation distincte, et je le vois.
je fais beaucoup de conférences dans la francophonie, dans l'Ouest canadien aussi. Puis il y a beaucoup de communautés francophones au Canada, plus qu'on pense. Mais le Québec est différent. Et je comprends les référendums, je comprends toute cette... tu sais, avec Biz de Locolocast, tu peux pas avoir ces discussions, tu peux pas parler de ça. Et ça a créé nos plus grandes chicanes, nos plus beaux débats, nos plus belles idées. Mais on finit par se comprendre, puis on finit par porter cette... et c'est l'identité que je porte. J'imagine comme toi, avec une nationalité française et algonquine, j'imagine qu'il doit avoir... J'ai croisé ta sœur un moment donné en Bretagne. Oui. J'étais comme, yo, mais tu sais, ça fait partie de vous autres aussi. Ben oui, ça fait partie de toi aussi, hein. C'est ta mère qui est Mohawk et puis ton père québécois, c'est ça? Francophone? Ouais. Ouais, ben en plus la France, en plus la Bretagne, ouais, ça fait beaucoup d'identité. Mais c'est aussi, à un moment donné, il y avait une aînée qui avait dit, parce que j'ai eu un cancer à un moment donné, puis j'ai voulu me guérir, mais pas de la façon occidentale. Et donc, je travaillais beaucoup avec une aînée, puis elle m'avait dit, c'est comme si tu te définis plus par tes manques que tu sais, t'es une moitié autochtone, t'es moitié française, t'es pas assez. Mais il faut que tu commences à voir que t'es toute. Tu peux être, t'es complètement autochtone, puis t'es complètement française, puis t'es complètement canadienne ou québécoise, et puis t'es complètement bretonne aussi. Puis on dirait que c'est quand tu commences à faire ce switch-là que c'est juste, voilà, c'est qui on est dans notre identité. Elle est complexe, elle est multiple, mais elle est complète aussi. Elle est complète. Puis c'est vraiment à partir de ce moment-là où j'ai fait ce switch-là aussi que j'ai commencé à guérir aussi. Fait que c'est comme super. Puis c'était dans la gorge aussi. Fait que tu sais, c'est comme l'expression d'exprimer qui tu es aussi. Donc tu vois, tout était comme lié. Mais c'est vraiment à partir de ce moment où j'ai comme commencé à réconcilier ma question identitaire que j'ai commencé à guérir aussi. Fait que je trouve ça super intéressant. Hey, ça, c'est un balado, guys, là. Wow, cette histoire. Mais oui, je trouve ça incroyablement touchant, mais c'est... je vais essayer de pas être émotive, mais pendant longtemps, j'ai pensé pas être assez, justement. Puis je pense que toi aussi, tu as senti ça quand tu étais ado, quand tu te fais ta pète à la gueule des deux bords. J'ai longtemps senti que fallait que je choisisse un bord, puis que tu pouvais pas avoir de l'empathie, puis de l'amour, puis un sentiment d'appartenance à l'autre côté du moment que tu choisissais un des deux bords. Puis en plus, on s'entend, moi, je viens d'une communauté qui a été légèrement divisée en 1990. Je viens de Ganassadagé, puis c'est comme... fait que littéralement, il fallait que je choisisse un bord de barricade. Fait qu'on dirait que ça a un peu changé ma façon d'interpréter. Puis ça fait juste depuis que je dirais peut-être 40 ans que je suis à l'aise et fière, surtout, pas juste à l'aise, mais maintenant fière de porter ce côté multiculturel et comprendre la force que j'ai, que t'as en ayant tout ce bagage culturel-là pour pouvoir justement tendre la main à l'autre et comprendre et être un pont. Puis c'est parce que c'est ça qu'on fait, là, tu sais. Ouais, puis il y a aussi la langue aussi. Tu sais, ma mère, elle est anglophone, là, Kitigan Zibi, mais mon père est français. Mais j'ai toujours parlé français avec ma mère aussi. Donc, tu sais, c'est comme tout un... J'imagine que tu as ça aussi avec les langues, là. Je trouve qu'il y a cette complexité-là en plus aussi de... Tu sais, moi, je pouvais pas parler avec mes grands-parents Anishinaabe jusqu'à ce que j'ai 10 ans, plus ou moins. Ben, tu sais, je baragouinais, mais je parlais pas anglais avant 10 ans. Je vois l'heure filer, là, et puis je me dis, on pourrait peut-être ouvrir la conversation à vous tous. Si vous avez des questions ou des commentaires, on est là pour vous écouter. Bonjour, mon nom est Marie-Laure, je suis allochtone. Merci beaucoup de votre partage. Vous avez parlé de formation, accessibilité, mentorat. Fait que j'ai plusieurs questions dans les questions. Est-ce que vous pensez qu'il y a des personnes autochtones qui sont prêts pour tous ces métiers-là, mais qui n'ont pas accès à ces métiers-là? Est-ce que vous pensez qu'il y a un manque de formation? Et le mentorat, pensez-vous que des allochtones puissent mentorer des autochtones? Et si oui, comment attirer les jeunes autochtones dans des structures allochtones et qui se sentent dans une certaine sécurité culturelle? Merci, au revoir.
Allez-y, les filles. Il y a beaucoup de questions là-dedans. Ouais. Déjà, il y a un truc au niveau des stages. Il ne faut pas que ce soit un stage de genre juste 6 mois. 6 mois, ça passe vite. Donc déjà, tu sais, il y a une adaptation à l'institution, à l'organisme. Enfin, je vois ça parce qu'il y a des programmes de stage avec le Conseil des arts de Montréal, par exemple, pour des Autochtones. Mais c'est sur 6 mois. Puis ce qui ressortait de ça, c'est que c'est pas assez. Tu sais, tu fais juste commencer à te familiariser avec quelque chose, puis là, c'est fini. Fait qu'il n'y a pas une pérennité. Tu vois, ce qu'il faut, c'est vraiment quelque chose qui soit plus sur le moyen ou le long terme. Après, souvent aussi, je pense qu'un autre enjeu, c'est que la personne va se retrouver peut-être toute seule ou isolée. Donc, il faut aussi réfléchir à ça. Puis aussi de s'assurer, tu sais, je pense à, tu sais, il y a beaucoup d'institutions qui veulent décoloniser, les musées. Ben, on a vu le cas de la commissaire Anishinaabe à la Galerie d'art de l'Ontario, Wanda Nana Bush, qui, en prenant un peu trop de place, ben, se fait écarter. Donc, c'est comme si les institutions, des fois, font de la place pour des personnes autochtones, mais jusqu'à un certain point, pas pour venir brasser la cage. Donc, il faut comme... Il y a tout aussi, quand on parle de décolonisation, bien, surtout quand c'est des institutions qui sont créées, depuis longtemps, puis deux, je veux dire, tous nos modèles de genre, quand on s'enregistre, une OBNL, par exemple, tu sais, on a un conseil d'administration, on doit rentrer dans un système, puis des fois, on est comme pris là-dedans pour pouvoir, nous, infuser notre propre façon de fonctionner. Donc, c'est vraiment ça prend beaucoup de conversation, je dirais, puis de réfléchir à comment faire les choses d'une autre manière, puis qu'est-ce que ça veut dire vraiment de décoloniser une institution. Tu sais, moi, je préfère utiliser comme comment autochtoniser ou anishinaabiser, tu sais, selon les valeurs, une compagnie, mais c'est pas facile, disons. Ouais. Moi, je dirais oui. Oui à tout. Pour des projets, comme là, Émilie a abordé le côté institution qui est super important. Puis à plus petite échelle, quand c'est des projets, je pense qu'il y a moyen d'offrir du mentorat à des jeunes qui... Je dis jeunes, mais je dis non, il y a aussi des gens qui ont une réorientation de carrière dans la vie puis qui voudraient faire ça. Puis tu sais, oui, émergent, exact, merci. Donc, oui, là, il faudrait que des projets allochtones offrent des stages rémunérés ou des formations ou du mentorat à des Autochtones, mais en prenant en considération la sécurité culturelle, si on peut dire, parce que une personne qui va se déplacer, disons, je donne par exemple, il y a beaucoup d'Inuits qui sont c'est des artistes de naissance, on dirait, là, puis qui veulent être cinéaste, ils veulent être directeur photo, ils veulent être compositeur musical et tout. Puis se déplacer pour quelques semaines, ben il y a une insécurité là-dedans. Ils quittent leur famille, leur communauté, il y a une instabilité, ils se retrouvent seuls. Donc, il y a tout ce côté-là qui est souvent pas pris en considération. Souvent, il y a des projets qui vont juste faire « Ah, ben on a un spot pour une personne d'origine autochtone, ben appliquez ». Puis là, ils vont favoriser des gens à Montréal. Donc, c'est toujours les mêmes 3, 4, 5 personnes qui ont accès. Donc, il y a ça aussi qu'il faut prendre en considération à même au tout début, là, aux demandes de sub pour avoir assez d'argent pour comme, combler tout ça. Mais oui, il y en a. C'est juste que la plupart, surtout pour être réalisatrice ou productrice ou scénariste et tout ça, ça fait tellement longtemps qu'ils ne se voient pas qu'ils pensent que c'est pas accessible. Donc, je pense qu'en ce moment, on est dans cette période-là là, de montrer qu'il y a de la place pour leur perspective qui est unique, puis qu'il y a aussi du mentorat possible et qu'il y a des gens qui cherchent, qui veulent les aider. Je fais ça là, dans le sens que on veut les tirer dans la lumière. Puis je sais que nous, c'est un peu vers ça qu'on veut aller dans les prochaines années. Là. On va peut-être produire et réaliser un peu moins, nous, en tant qu'individus, mettons Jason et moi, et plus aider les autres à venir prendre leur place là, qui méritent d'avoir. Là, ouais. Mais c'est très complexe. J'ai une question un peu inside baseball, communauté.
moi, je suis Wendat par ma mère, mais un cran en dessous, parce qu'il y a des degrés pour avoir ces reconnaissances. On parle de la pureté du sang, c'est toujours un sujet très, très particulier. Moi, c'est ma tante Heather, chef de clan, qui m'a convaincu parce que j'ai grandi hors communauté. J'ai grandi à Bay James avec les cris. J'ai dit tout le temps en banlieue de Chisasibi, j'étais à Radisson. Puis j'ai tardivement fait ma réappropriation avec ma communauté à Wendake. J'ai été élevé par ma grand-mère de Wendake, mais elle est morte quand j'étais jeune. Puis je connais pas bien les instances gouvernementales des communautés. Je trouve ça complexe vu de l'extérieur, mais je me demande tout le temps, est-ce qu'à l'intérieur des conseils de bande, ils ne peuvent pas aider justement aux notions de formation? Est-ce qu'ils ne peuvent pas instaurer des systèmes pour que ce soit plus fluide? Bien, je vais parler pour chez nous, mais je sais qu'il y a ça à Kitigan aussi, puis je pense que ça à Picogan aussi, c'est qu'il existe une branche du conseil de bande qui est dédiée à la formation professionnelle. Puis si tu vas à l'école post-secondaire, pendant l'été, ils vont essayer de te trouver un travail rémunéré en lien avec tes études. Ceci dit, il faut que tu sois dans un établissement postsecondaire, ce qui n'est pas donné à tous. Puis, deuxièmement, il y a pas, tu sais, ils vont essayer de t'offrir un emploi, mais c'est pas tout le monde que dans sa communauté, il va y avoir quelqu'un qui peut t'aider en formation, en audio, en visuel. Tu sais, exemple, moi, ils ont créé, là, quand j'avais, je pense, 16 ou 17 ans, ils ont créé au centre de santé le besoin de faire une vidéo sur l'importance du dépistage de VIH, là, genre. Puis là, ils ont fait, ben Sonia, c'est ça ta job d'été, tu vas réaliser cette vidéo-là. Mais j'avais pas de mentorat, j'avais pas, tu sais, fait qu'il y a un effort, il y a une volonté, mais c'est pas, les communautés ont pas toutes les expertises pour répondre aux besoins, pour bien former ces gens-là. Puis ça, c'est une branche. Sinon, le conseil comme tel, en général, les conseils de bande ont tellement de problèmes à gérer que ça... C'est en bas de la liste. C'est en bas de la liste. Ils vont se fier aux gens de faire eux-mêmes leurs démarches auprès de différentes institutions pour se former eux-mêmes. Là, parce que mettons qu'un jeune aimerait faire un podcast, puis il est à Sipit, il est à Waswanipi, puis il n'y a pas de... le meilleur moyen, ce serait de se mettre en contact avec quelqu'un d'une ville où il y a des productions podcasts, puis... Oui. Mais il y a aussi, tu sais, quand même... des belles entreprises comme Wapikoni Mobile, comme Musique Nomade, comme des démarches. Tarinou aussi. Ils sont pas dans exact. le podcast, eux autres. Je parle non, mais dans le sens que, oui. tu sais, Wapikoni Mobile, à la base, c'était pour le cinéma, le court-métrage, d'aider et tout, mais il y avait un studio d'enregistrement. Moi, c'est la seule phrase que j'avais lue dans le communiqué. La première escale, 2004, Picogan, cinéma. C'est la première personne à mettre les pieds dans la première roulotte. Absolument. Ouais, je suis le premier à avoir rentré dans Wapikoni Mobile. Et je n'avais rien à foutre du cinéma. Là. J'étais comme, j'avais même pas lu ça, je savais même pas que c'était pour faire du cinéma. J'ai juste lu qu'il y avait un studio d'enregistrement. Puis moi, je m'enregistrais sur un Ghetto Blaster, sur des cassettes, puis je rappais sur des cassettes dans ma chambre. Et quand j'ai vu ça, je suis embarqué dans la roulotte, la première. Puis en plus, on est arrivés en retard. C'est nous autres, Indian Time. Puis là, ils sont arrivés 3 jours en retard. Ils arrivaient telle date au poste de police à Picogan. Et je les attendais. J'étais assis là, j'attendais la roulotte. Ils sont jamais venus. 3 jours plus tard, la roulotte est arrivée. Mais tu vois, bref, tout ça pour dire que Wapikoni Mobile, Musique Nomade se déplace aussi dans les communautés. Donc, il y a des organismes qui le font, qui offrent des studios, qui offrent c'est ça le meilleur moyen, tu sais. Ben, d'en créer d'autres. Tu sais, ce genre d'initiative-là devrait faire des bébés, tu sais, devrait avoir des... Puis Wapikoni Mobile, je me souviens à l'époque, le but, c'était d'avoir des studios permanents dans certaines communautés. Il y en a eu une à Wemontashi, il y en a eu d'autres à... Je sais pas si c'est Waskaganish ou Mistassini, mais... et puis, ils sont là. Les jeunes ont accès, puis peuvent aller s'enregistrer, faire de la vidéo et tout. Mais c'est vrai que je pense pas qu'il y ait de formation qui est faite par le conseil de bande directement. Là. Ouais. Ce qui existe, par contre, beaucoup dans les communautés, c'est quand même des personnes ressources pour les aider à trouver les bons partenaires. Tu sais, souvent, là, dans les communautés, souvent, l'institution qui a le plus de ressources, c'est le centre de santé. C'est souvent celui qui a le plus de sous d'employés, puis des gens qui travaillent pour le bien de la jeunesse ou le bien des gens. Fait que si un jeune ou une personne, là, je dis jeune encore, mais une personne
explique ça. Tout le monde se connaît dans une communauté. Fait que si les gens deviennent au courant du rêve d'une personne ou d'une autre personne de faire un balado, bien, probablement que cette personne-là va pouvoir faire de la recherche pour trouver les différentes ressources qui existent pour appuyer cette personne-là. Fait que c'est pas directement les sous, mettons, ou la formation vient pas direct, mais au moins, c'est sûr qu'il y a un aide. Il y a un sentier possible. Oui, je suis sûre. Merci. Bonjour. Ma question s'adresse à vous, mais peut-être à d'autres gens dans la salle. J'aimerais ça vous entendre parler sur la découvrabilité autour, justement, de la culture autochtone et des projets que vous portez. Tu sais, comment on installe cette découvrabilité-là, donc autant sur la propulsion vers l'univers numérique, dans le cas qui nous occupe, et aussi comment vous souhaitez être découvert dans les projets que vous portez. Par exemple, en français, on va rédiger des métadonnées de telle façon, avec telle identité, tel identifiant, tout ça, là, c'est plus technique. Mais sur le fait qu'on se dit, bon, ben, c'est comme ça qu'on doit propulser dans le web pour pouvoir être découvert. Mais est-ce que c'est comme ça que de l'autre côté, on parlait des jeunes tout à l'heure, recherchent ou souhaitent découvrir? Est-ce que c'est ces mécanismes-là? Donc, si on veut amener ce côté-là, justement, pour amener la découvrabilité des projets autochtones, comment on peut s'y prendre? Et si vous vous y intéressez à ça, tu sais, par exemple, la langue. Comment qu'on rédige des métadonnées dans une langue autochtone, par exemple? Donc, peut-être un peu plus technique, là, mais c'était plus l'idée générale de cette découvrabilité-là, comment qu'elle s'organise, comment elle se produit et comment, de l'autre côté, vous souhaitez aussi qu'elle soit propagée, justement. Donc, comment on peut aider de ce côté-là? 2 précisions. C'est Marika Laforêt du ministère de la Culture et des Communications qui pose la question. Puis peut-être aussi découvrabilité. Souvent, je pense que la manière la plus efficace de le résumer, c'est comment est-ce que ceux qui ne vous cherchent pas vont vous trouver? Bien, on va avoir 3 réponses très, très différentes parce que, tu sais, il y a télé, musique, bien, acteur aussi, producteur maintenant, mais tu sais, musique puis théâtre. Fait que je pense que c'est 3 choses que le mode pour se faire découvrir est probablement différent, mais y a-t-il quelque chose qui vous vient en tête? Ben, c'est sûr que en musique ou en termes de diffusion, je pense que Radio-Canada font depuis l'année dernière c'est pas beaucoup, mais il faut comprendre, il faut y aller au prorata aussi. Là. Je veux dire, on est 1% de la population au Québec. On est rendu plus que ça maintenant. Ben, c'est 1 point quoi, je veux dire. Je pense qu'on est rendu à 3. 3% au Québec. J'étais en train de faire une grosse campagne de pub avec le gouvernement du Québec. Là, fait que je commence à connaître mes chiffres. C'est vrai, on a tourné ensemble là-dessus. Ouais. Ah ouais, moi, j'étais l'Indien de Picogan pour c'était mon Indien de Picogan. son topo. 3%? Ouais. Pareil, 3%, dans le sens... Alors que nous, on se fait dire de ne pas dire ça, genre, dans le politique. De pas dire indien. C'est que, tu sais, veux-tu te faire découvrir en tant qu'Indien ou en tant qu'Autochtone, en tant qu'Anishinaabe? C'est quoi les mots qu'on met pour pouvoir découvrir tes projets, par exemple? Perso, on a toujours dit Anishinaabe. Et tout le monde a toujours dit Algonquin. Et à un moment donné, tout le monde a dit Amérindien, là, on n'a plus le droit de dire Amérindien. Et là, il faut dire Première Nation, là, il faut dire Autochtone. Qui est consulté pour ça? Personne. Je veux dire, qui invente? C'est une alloctone. Je veux dire, dis-le que t'es pas autochtone. Dis-moi, t'es qui à la place de me dire t'es pas qui, finalement? Je trouve ça un peu nono de s'identifier par ce qu'on n'est pas, dans le négatif. Nous, là, les 3, là, dans notre portefeuille, là, on a un certificat de statut d'Indien. On est des enfants de la loi sur les Indiens. Alors, inventez tous les termes que vous voulez, on reste des Indiens. Sens de la loi. Aux yeux du gouvernement, je suis un numéro. Moi, je suis le numéro 1573. J'ai pas de nom. J'ai mon numéro de bande et je ne suis le numéro 1573. Alors, c'est ça, la réalité. Alors qu'on veut nous dire Indien, qu'on veut le dire Anishinaabe, qu'on veut dire Première Nation autochtone. Ben, ça l'a changé. La loi sur les Indiens, avant, c'était l'Acte des Sauvages. Et c'est devenu, avec le temps, la loi sur les Indiens. Elle évolue. C'est une loi qui évolue. Mais c'est comment est-ce qu'on veut être reconnu? C'est différent d'une nation à une autre. Il y a 11 nations autochtones au Québec. Les noms, les termes évoluent. Il y en a 1001. Tu sais, je veux dire, Radio-Canada, puis là où je voulais en venir, c'est
on nous donne 2 heures par semaine. Il y a 1 heure à Ici Première, qui est l'émission Kwekwe, et il y a 1 heure à Ici Musique, qui est l'émission Minotane. Les deux, on est le samedi soir, probablement une des pires cases horaires pour faire de la radio. On s'entend. Je veux dire, il y a eu une étude qui est sortie quand j'ai commencé à faire Minotane, qu'on était diffusé les samedis soirs à 9 heures. Les gens, après 19 heures le soir, d'après une certaine étude, les gens veulent de la fiction, veulent de la télévision. Qui écoute la radio un samedi soir? À part les gens sur la route, par exemple, ou les gens qui nous écoutent en rattrapage, des choses comme ça. Même chose pour les balados, même chose pour... mais en même temps, c'est quelque chose qui, tranquillement, arrive. Peut-être qu'un jour, on va avoir d'autres heures de diffusion. Même chose en télé, même chose en théâtre. Je pense qu'à un moment donné, on va être plus exposé au grand public, mais il faut qu'il y en ait de plus en plus. Il faut qu'il y ait du contenu aussi. Mais pour ce qui est des termes, honnêtement, moi, j'aime ça le marteler, le mot indien, parce que ça dérange. Les gens sont tous mal à l'aise. Moi, j'arrive d'une conférence à l'école, puis je suis comme, c'est complexe d'être un Indien au Canada. Je commence avec ça, puis ils sont tous comme, oh, on n'a pas le droit de dire ça. Mais en même temps, on faut se poser la question. Pourquoi moi, j'ai un certificat de statut d'Indien? Pourquoi la loi sur les Indiens, elle existe? Pourquoi elle s'appelle encore comme ça? Tu sais, non, je sais. On vous renvoie une question, hein, madame. Mais c'est un peu ça, en fait. Moi, c'est là où j'ai cette tu sais, les gens se posent la question, mais même nous, on ne sait pas, en fait. J'ai deux réponses, là, mais c'est vrai qu'en ce moment, il y a un changement dans les appellations. Puis je vous donne un exemple. Là. Je suis en train de réaliser une série de vidéos pour le gouvernement du Québec, une par nation. Puis, moi, j'insiste vraiment pour que ça soit le nom que la nation utilise. Puis même ça, il y a un débat parce qu'il y a aussi genre, oui, mais il faut que le reste du Québec puisse reconnaître, tu sais. Puis la première phase, la première pub, vous l'avez peut-être vu passer il y a 2 ans, là, la première que j'ai faite, c'est dans la même publicité, on présentait les 11 noms des 11 nations autochtones. Il y a une petite fille à un arrêt d'autobus qui disait, en tout cas, vous savez pas qui qu'on est, blablabla. Puis là, les gens qui répondent, comme dans les réseaux sociaux, puis ça, qui disaient, oui, mais ils sont où les Mohawks? C'est pas écrit Mohawk. Mais vous savez, Mohawk, c'est pas un mot, Mohawk. Gonieghaga, c'est le nom de notre nation, qui veut dire peuple du silex. Puis le mot Mohawk a été inventé par les Algonquins. Puis ça veut dire mangeur d'hommes. Fait que, parce qu'on n'était pas fins. Ben, on se chicanait avant, on s'aimait pas. Puis, fait que là, aujourd'hui, il y a une réappropriation. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Toi puis moi, ça n'a pas changé. Mais il y a une réappropriation du nom. Puis là, maintenant, le gouvernement a tout changé, tu sais, les appellations. Puis c'est plus écrit Mohawk, c'est écrit Gonieghaga. Ce qui est difficile, par contre, c'est que mettons, pour revenir au conseil de bande, les conseils de bande, on s'entend que c'est des entités imposées par le gouvernement fédéral, fait que c'est eux autres qui décidaient des noms. Donc, légalement, ça s'appelle quand même le conseil de bande Mohawk de Kanesatake, exemple. T'sais. Fait qu'il y a, au niveau de l'appellation, de vraiment y aller avec comment la ou les personnes veulent s'identifier, parce que je vous donne un autre exemple très, très rapidement. La nation Abénakise, quand on a demandé qu'est-ce qu'ils voulaient qu'il ressorte, ils voulaient qu'on le conjugue en français, nation Abénakise, puis pas juste Abénaki. Alors que toutes les autres disaient, non, c'est juste le mot, on le conjugue pas, c'est pas en français. Bon, ben, moi, je ne m'ostinerai pas avec la nation Abénakise si c'est ça qu'elle veut, parce que je suis Gonieghaga. Je suis qui, moi, pour m'ostiner avec les Abénakis, exemple, tu sais. Puis l'autre volet, pour répondre à la question de découvrabilité, moi, ce que j'aimerais voir éventuellement, c'est qu'on ne soit pas casé dans une colonne, exemple, sur un site web d'un festival ou d'un whatever, qui ait un onglet autochtone. Je suis tannée de voir ça. Je pense qu'il fut un temps où est-ce qu'on avait besoin de ça, parce que sinon, on dirait qu'on n'avait pas de place. Il fallait qu'on nous rassemble pour montrer qu'il y avait un contenu en ce sens. Mais là, ça serait le fun qu'on fasse juste partie intégrante de tout le reste, que ça soit imprégné dans n'importe quelle mise en marché, je veux dire, ou forme de distribution et d'exposition, que ça soit juste partie intégrante et non une catégorisation qui font comme « Hey! » Comme si on était surligné là, dans un petit coin. Là. Il y a aussi des Autochtones. Fait que je pense que ça, c'est vers là que j'aimerais qu'on puisse aller, qu'on fasse juste partie intégrante de tout. Ben c'est ça que j'allais dire aussi, parce que je trouve qu'avec le terme découvrabilité, il y a comme, encore une fois, c'est une case. On va nous mettre dans une case pour avoir comme des statistiques ou des chiffres ou des... Donc, c'est ça qui me... Ouais, je pense qu'on la plupart des artistes, en tout cas autour de moi, autochtones, on est comme tannés de
des cases parce que on n'est plus l'identité, on est tellement différents aussi. D'une communauté à l'autre, les réalités sont tellement différentes. Puis après, si tu as grandi en milieu urbain, si tu es métissé par rapport à quel autre peuple, tu sais, l'identité, c'est plus aussi que la culture aussi. C'est notre orientation sexuelle, c'est notre profession, c'est tout ça. Donc, je trouve que des fois, ça aplatit, en fait, qui on est de nous mettre dans une coche comme ça. Donc, la découvrabilité, ben, je pense, c'est juste de faire plus d'espace aux artistes autochtones, puis de voir à quel point c'est tellement riche et différent d'un artiste à un autre ou d'une voix à une autre. Toutes les voix, tu sais, c'est comme quand on dit, est-ce qu'il y a une catégorie littérature québécoise? Parce que souvent, on va nous mettre du théâtre autochtone ou du cinéma autochtone, mais je pense que les cinéastes se revendiquent. Il y en a un qui va faire quelque chose de plus, plus à la David Lynch ou plus humoristique ou plus commercial. Donc, on peut pas tout mettre tous les artistes autochtones dans une même catégorie, je pense. Faut faire attention à ça. Je pense que l'exemple de la disque de plus tôt, en fait, parle de comment vous voulez être découvert aussi. Ce que tu nommais tantôt, Sam, sur les catégories à la disque, ça revient à ça aussi. Ben, ça vient qu'on est... Ouais, c'est ça, c'est se faire mettre dans une réserve ailleurs. Mais la découvrabilité, elle est dans les écoles. Il faut absolument que dans les écoles, les jeunes apprennent d'où ils viennent. Les Premières Nations, c'est pas compliqué, on est les racines du Québec. Et c'est important à tous les Québécois et Québécoises de revenir à ces racines pour comprendre qui on est, comprendre où on va, puis quel pays on a envie de bâtir ensemble. C'est ça aussi, la découvrabilité. C'est d'être capable de dire aux jeunes dans les écoles d'avoir l'histoire des Premières Nations d'abord et avant tout. En Colombie-Britannique, c'est devenu obligatoire. Pour terminer leur 12e année, ils doivent absolument, et c'est obligatoire, de connaître l'histoire des Premières Nations de la Colombie-Britannique. Il est temps que ça arrive au Québec. Et il est temps que dans les écoles, tu sais, qu'on soit ici, par exemple, à Gatineau, c'est un territoire Anishinaabe, que les jeunes dans les écoles apprennent à dire bonjour et apprennent à dire merci en Anishinaabe, ça serait la moindre des choses. Les Québécois, Québécoises au Mexique, c'est quand vous allez au Mexique puis vous êtes allophone, mais vous êtes capable de dire bonjour et dire merci, puis probablement vous commander une bière en espagnol. Et c'est pas vraiment à vous je dis ça, mais en général, quand on va dans le sud, quand on va dans un resort, quand on va dans un autre pays, on apprend à commander une bouffe dans un restaurant dans la langue locale. On apprend à dire bonjour au chauffeur de taxi. On apprend à dire merci au serveur au restaurant. Et puis quand on vient au Québec, on oublie que sur le territoire sur lequel on est, puis on oublie d'apprendre à dire bonjour et à dire merci par simple respect, par simple politesse du pays dans lequel on vit. Et ça, pour moi, c'est de la découvrabilité, c'est d'enseigner ça aux élèves dès l'école primaire et dès l'école secondaire. J'ai une collègue à Ici Musique, je ne sais pas son nom, mais son enfant est à l'école primaire et sa professeure, qui est sur le bord de la retraite, là, elle a mi-soixantaine, OK? Et elle a demandé aux élèves de 3e année de primaire à quelle époque vivaient les Premières Nations. Et là, je vous parle d'il y a 2 mois. Là. Alors ça, pour moi, c'est là où ça montre, encore une fois, qu'il faut que ça passe par là. Il n'y a pas d'autre façon. Aujourd'hui, on est conscient de ces choses-là. On veut en apprendre plus. Il y a de la littérature autochtone, comme on dit. Il y a du cinéma autochtone. Il y a de la télévision autochtone. Il y a de la musique autochtone. Il y a des auteurs incroyables. Puis Louis Riel l'avait dit en 1885, quand il est décédé. L'année avant qu'il meure, il avait dit « Mon peuple va dormir pendant 100 ans, puis il va se réveiller par les auteurs et les artistes. » Et regardez l'ère dans laquelle on vit. Il y a énormément d'auteurs autochtones. Il y a énormément d'artistes autochtones aujourd'hui sur la place publique. Et les gens sont toujours en train de se poser des questions. Oui, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? S'éduquer, tout simplement. Et il faudrait commencer ça dans les écoles pour aller à la racine même de qu'est-ce qu'on... Tu sais, dans 20 ans, 30 ans, quand il va y avoir des conférences comme ça, que les gens dans la salle viennent voir une conférence ou un panel sur les Premières Nations, mais qu'il y ait déjà toute cette notion-là, qu'il y ait 11 nations, par exemple, au Québec, qu'il y ait des dialectes différents sur c'est quoi les territoires, que la Côte-Nord, c'est un territoire Innu, que l'Abitibi, l'Outaouais, c'est un territoire Anishinaabe, que Montréal, c'est un territoire Mohawk, ouais. Et les mangeurs d'hommes. Et Anishinaabe. Mais c'est un territoire Anishinaabe, mais ils voudront jamais l'admettre. Hey! Mais... Puis tu sais, on dit souvent ça, hey, tu sais, il y a un truc super politique, moi, quand j'arrive... Partout, il y a une affaire diplomate. C'est comme, ouais, bonjour, je vous souhaite la bienvenue. Là, t'as le maire de la ville qui est là, puis qui est tout coincé. Puis on est maintenant en territoire non cédé.
come on, guys, on est dans un pays non cédé. Fait qu'arrêtons de dire ces choses-là. Puis, c'est ça, c'est une question d'éducation, je pense. Cette découvrabilité-là, il faut qu'elle vienne, qu'elle soit innée dans nos institutions scolaires, en fait. Je pense que c'est là qu'il faut que ça parte. Donc, si vous êtes parent dans la salle, là, puis que vous avez des jeunes dans les écoles, enseignez à vos jeunes à justement dire à leurs profs que c'est pas la bonne histoire. Puis à force de l'entendre, peut-être que les écoles vont... Puis aussi de questionner justement les professeurs et l'école sur qu'est-ce qu'ils font pour mieux intégrer l'éducation, pas l'éducation, mais justement les connaissances des Premières Nations, spécifiquement de la nation sur laquelle cette école-là est. Ouais. Bonjour, merci beaucoup pour ces échanges qui étaient vraiment passionnants. Vous êtes allochtone, hein? Bien vu. Accent. Même précisément franco-amazigh, pas bretonne malheureusement. Et par ailleurs, on a les mêmes débats sur quels mots on utilise, berbère, amazigh, etc. Bref, pour l'Afrique du Nord. Ma question, elle porte sur plus la production audiovisuelle dans son ensemble, et j'intègre également le théâtre. Là, ce qu'on a écouté, c'était des pièces très fortes qui parlent de trauma, très lourd, et important pour, comme vous le disiez, l'histoire du Québec dans son ensemble. Ma question, c'est est-ce qu'il y a des productions audiovisuelles légères où il y a, qui se déroulent dans des communautés autochtones, mais en fait, c'est une romance, ou alors c'est de la science-fiction, ou alors... C'est-à-dire, est-ce qu'il est possible, maintenant, en 2024, qu'une production se déroule avec des personnages autochtones, mais par ailleurs autochtones? C'est-à-dire où, en fait, le sujet, encore une fois, c'est une romance. Et le sujet, ce n'est pas le fait d'être autochtone. Et je me demandais si, du coup, aujourd'hui, c'était le cas. Est-ce qu'on en était rendu là, en termes, on va dire, de production, et je parle vraiment de production dans tout son ensemble, pas seulement balado. Merci beaucoup. Oui. Ben oui, il y avait Pocahontas dans le temps. C'était cool, ça. Belle histoire d'amour. Mais la réponse est oui, mais je pense que la réponse c'est aussi là, on est rendu là. Dans le sens qu'on aurait aimé ça, être rendu là 20 ans, 30 ans, 40 ans, mais en même temps, on ne faisait tellement pas de place dans des grandes opportunités de se faire voir. Là. Mettons, je parle de la télé, des cases horaires où est-ce que les gens vont vraiment le regarder. Moi, en tout cas, je vais parler pour moi. Moi, j'ai senti une pression de raconter des faits historiques que les gens ne connaissaient pas pour qu'ils comprennent la base, là, d'où on vient puis pourquoi c'est comme ça, pour qu'après, ils puissent comprendre notre humour, les valeurs d'une relation, puis tout le reste de qui on est. Mais en même temps, moi, j'ai senti qu'il fallait qu'il y ait comme une espèce de base avant, parce que même cette base-là n'existait pas. Mais je pense qu'on est rendu là. Je ne sais pas si je vais vous lancer ça. Ben oui, on est rendu là. Ben oui. Puis il y en a beaucoup, il y en a vraiment beaucoup dans tous les... Je pourrais te faire une liste après, si tu veux, de plein de livres, de littérature, de cinéma, où on parle pas juste d'être autochtone, mais c'est sûr que si tu arrives comme autochtone sur ces sujets-là, si tu veux parler de... Tu sais, par exemple, là, j'ai fait un spectacle l'année dernière sur... ça s'appelait Nichimus, sur l'amour et l'érotisme. Après Marguerite, j'ai eu besoin d'amour. Puis donc, c'était que des femmes autochtones qui parlaient de sexe, de sensualité, puis d'amour. Puis, tu sais, d'avoir quelqu'un comme Joséphine Bacon qui nous parle de ça, ou Élie Sapi. Tu sais, c'est peut-être pas mentionné, tu vois, chez les Inuks, c'est comme ça, mais elle parle de son expérience à elle. Donc, c'est sûr que ça vient teinter, tu sais, les étoiles boréales ou le froid, ou, tu sais, on porte qui on est, donc ça va s'exprimer, mais sans avoir besoin de forcément appuyer sur le bouton de l'identité. Et ça fait du bien. Il y avait Tintin en Amérique aussi. C'était bon, ça. Non, mais en même temps, en tant que producteur de télé, moi, c'est ça que j'ai envie de faire. Tu sais, ce que tu racontes, c'est de l'adaptation. Adapter des livres, adapter au petit écran, tu sais, de faire des séries avec ça. L'humour, même chose. Tu sais, je veux dire, on a envie de montrer de l'humour, on a envie de montrer, des relations amoureuses, on a envie d'adapter des romans, on a envie de... Ça s'en vient, en fait. Ouais, c'est en préparation. Puis je pense que les institutions financières aussi sont rendues là, puis ils ne l'étaient pas avant. Puis je donne un exemple. Là, 8-9 ans, j'ai écrit une comédie romantique qui a été refusée partout.
Puis en grande partie parce que justement pour eux, c'est une comédie romantique. On comprend qu'il y a des personnages autochtones, mais tu sais, c'est quoi le fond, là? Puis pourquoi qu'on n'adresse pas ci, on n'adresse pas ça, on n'adresse pas ça? Parce que j'avais pas envie d'adresser ces choses-là. Les personnages sont comme ils sont. Je pense qu'aujourd'hui, si je reprenais ce scénario-là puis je le renvoyais, je pense qu'aujourd'hui, ça serait mieux compris qu'on fait juste raconter une comédie romantique, tu sais. Je me demandais si vous êtes intéressé ou vous êtes down de faire des panels comme ça. Dans le sens que c'est un peu méta là, comme question. Je m'excuse, les gens de Transistor, mais comme... On aurait dû commencer avec cette question-là. Oui, je suis un agent du chaos et je termine ce débat ainsi, ou cette conversation-là. Mais est-ce que c'est pas une autre case à cocher ou c'est genre un mal nécessaire d'enseigner à des Blancs allochtones comment on fait pour travailler avec vous, tu sais? Mais non, mais je veux dire, ça va de soi. Moi, je pense que ça va de soi, puis il faut le faire. Julien, quand Julien t'appelle et dit « Hey, on fait un panel sur les Indiens », tu viens, man. C'est tout, là. Le sujet de mon contrat. C'est pas vrai. Il a jamais demandé ça comme ça. Mais Julien a lancé l'idée parce que on travaille dans ce milieu-là, parce que oui, on arrive avec une approche différente, une mentalité différente, un background différent aussi. Et c'est sûr que si on commence à faire de la radio, de la télé, du théâtre, du cinéma, on a une perspective complètement différente. Mais il faut l'entendre. Il faut prendre toutes les opportunités. Tu sais, c'est comme je disais tout à l'heure, à un moment donné, il faut être opportuniste à tous les niveaux. Et quand on nous donne la parole, tu sais, si on veut décoloniser l'histoire, c'est à notre tour de raconter notre histoire. On n'est plus encore à l'époque de se faire raconter notre histoire. Nous, on a la responsabilité de la raconter. On a la responsabilité de faire des panels, de faire des conférences, de faire de l'art, de faire peu importe. C'est une responsabilité qu'on a. Et ça vient avec de s'asseoir ensemble et de parler. Il faut ouvrir le dialogue et c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, en fait. Je vais ajouter une chose. C'est parce que il y a aussi qui te le demande puis dans quel contexte. Je pense qu'ici, on est 3 personnes qui ont beaucoup de respect et d'admiration pour Transistor, puis on tripe sur ce qui se passe ici en ce moment avec le festival. Moi, j'avoue que je dis pas toujours oui à tout. Puis je veux savoir c'est dans quel contexte, puis qui est sur le panel avec moi. Puis s'il y a comme une question autochtone, puis je suis la seule personne autochtone dans le panel, ça va peut-être me faire un peu chier, puis je vais peut-être dire non pour qu'il se retrouve 100 personnes autochtones. Tu sais, puis qu'il là, il réalise à quel point que c'est épais de faire un exemple, tu sais. Fait que j'étais un peu moins... je dis moins souvent oui que Sam, je pense. Je suis un peu plus difficile. Mais ce que je voulais dire par rapport à ça, puis je veux pas prendre trop de temps de parole, c'est quand même, on a une sensibilité, puis les discussions qu'on a eues, notamment Émilie, toi et moi, et l'ensemble des artistes, je vais dire de la diversité, là, en pesant mes mots, en faisant attention, mais on essaie d'être sensible au fait qu'il y a une forme de fatigue, que les artistes de la diversité, dans toutes ces facettes, sont très sollicités dans les dernières années. Puis il faut qu'on fasse attention à ça en tant que producteur, diffuseur, en tant qu'artiste. On est dans une période qui n'est pas simple dans le financement de la création en général et dans la diffusion des projets. Tout le monde a l'impression de devoir mettre les bouchées doubles des fois, de travailler, de s'acharner à ce que les projets voient le jour. Et j'ai le feeling que, en tout cas, nous, on essaie dans le petit champ dans lequel on évolue de ne pas trop solliciter, puis de ne pas trop demander, puis d'essayer d'influencer des fois les instances à avoir un peu plus de flexibilité. On parlait de la notion de prendre le temps, de réfléchir et de laisser ça s'installer. Ben, je pense que ça, faut en parler. Il ne faut pas avoir peur de dire, là, on est trop sollicité pour telle raison. Ça peut être des très bonnes raisons, tu sais. Puis nous, on essaie d'être compréhensif par rapport au fait que ben, ça se peut à un moment donné que, Émilie, tu veuilles être en train de vouloir créer ton show à place de venir, encore une fois, à parler de telle affaire. Puis je pense qu'il faut comme rester bienveillant là-dedans, à l'écoute et patient et se dire que ben on avance tous un peu à tâtons à travers cette époque un peu fucked up dans laquelle on vit en ce moment, puis qu'on essaie de le faire du mieux qu'on peut. Donc, c'est le seul petit commentaire que je tenais à faire. Tu sais, un exemple concret, par exemple,
quelqu'un comme Joséphine, qui est une aînée, qui est extrêmement sollicitée parce que, bon, elle est Joséphine. Tu sais, une chose qui pourrait aider, par exemple, c'est parce que souvent, après, on nous demande, OK, envoie-moi ta facture. Mais tu sais, faut la faire, la facture. Faut envoyer son spécimen de chèque. Comment faciliter, en fait, quand on sollicite quelqu'un, puis surtout des aînés, de faciliter les choses, tu sais, ou d'organiser, ben, OK, tu vas venir, je vais t'appeler un Uber. Comme ça, c'est comme ça. Ça rend, plutôt que de demander à la personne, OK, ben, garde tous tes reçus, envoie-moi tout ça, fais-moi ta facture, je vais te rembourser. Souvent, ça complexifie les choses. Donc, c'est un exemple concret d'une chose qui peut être faite pour alléger, en fait, ce processus. Puis je vais terminer en disant que des fois, c'est vrai que ça peut être épuisant. Puis je donne un exemple. Émilie et moi, on a fait partie d'un même festival, un super beau festival à la fin de l'été dernier. Mais on participait chacun à plusieurs panels, plusieurs débats, et c'était toujours le même sujet. Et j'avoue qu'au bout de 3-4 jours, j'étais plus capable d'expliquer c'était quoi la notion de souveraineté narrative. Là, j'étais à bout, là. Puis ça m'a vraiment irritée de réaliser que peu importe le nombre de panels qu'on faisait, on m'invitait pour parler toujours de la même chose. Fait que tu vois, il y a ça aussi qui des fois que les gens qui programment des trucs, là, prenez ça en considération. Mais merci infiniment pour la belle discussion. C'est ça. Cet épisode a été enregistré, monté et mixé par Jean-Sébastien Côté. Je tiens à remercier nos partenaires qui ont rendu possible cette 8e édition du Festival Transistor. La Fabrique culturelle de Télé-Québec, Radio-Canada Audio, la Maison de la culture de Gatineau, l'Ambassade de France au Canada, la Ville de Gatineau, le Conseil des arts et des lettres du Québec, Tourisme Outaouais, 4CPA, Culture Outaouais, l'Ambassade culturelle, les Rencontres internationales du documentaire de Montréal et la microbrasserie 5e Baron. Je remercie aussi l'ensemble des bénévoles du festival, le conseil d'administration de Transistor Média et l'équipe de réalisation de cette 8e édition. Audrey Blackburn, Amélie Rondeau, Daniel Boivin, Jean-Sébastien Côté et Julie Morissette. Merci et à la prochaine.